Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce second webinaire sur l'association des usagers à ces projets. Donc pour ceux qui n'auraient pas été là lors du premier webinaire, cette série de webinaires s'inscrit tout d'abord dans le mois de l'innovation publique. Et puis donc c'est la région Grand Est, notamment la DIMAP, la délégation à l'innovation et la modernisation de l'action publique et la mission innovation de la ville de Nancy qui vous propose cette petite série de webinaires autour de l'association des usagers à ces projets. Euh, D'où ça vient? On a de plus en plus, d'élus, de chefs de service, de directeurs qui nous demandent de mettre les usagers au centre, de faire appel à des usagers pour mettre à jour des schémas régionaux pour euh, créer le plan de lutte contre les discriminations à Nancy, par exemple. Enfin bref, de plus en plus, on nous demande d'associer les usagers, euh, sauf qu'on ne nous dit pas comment. Et donc, on a décidé avec la mairie de Nancy et mes collègues de la région Grand Est de travailler justement sur le sujet. Donc, c'est pour ça qu'on a fait une série de 5 webinaires. Le premier qui est plutôt pour sensibiliser sur les enjeux, sur parler du vocabulaire, on entend participation, concertation, etc. Donc essayer de mettre les bons mots sur chacun de ces vocabulaires. L'idée aussi, c'était d'arriver avec l'échelle d'Einstein, de pouvoir positionner le rôle qu'on veut attribuer à des usagers dans le projet de concertation, dans la concertation sur un projet qu'on est en train de mener. Et puis, on a donc quatre autres webinaires qui sont, j'allais dire, un poil plus concrets. Alors, celui d'aujourd'hui va être absolument génial, qui est sur cadrer la participation des usagers. Je dis absolument génial parce qu'en plus de ça, on a deux invités que vous présentera Mathilde, qui ont développé un outil, ou en tout cas un outil qui permet d'avoir un cheminement de pensée le plus efficace possible, c'est-à-dire quelles sont les bonnes questions à se poser pour qu'une concertation se passe bien, disons. Je le résume comme ça, puis vous verrez si vous le présentez autrement. Euh, et puis, on aura trois autres webinaires par la suite. La mise en œuvre d'une participation des usagers, comment est-ce qu'on conçoit un atelier, pour répondre à quel objectif, l'utilisation des données issues de la participation des usagers. Donc, c'est pas le tout d'avoir 14 000 post-it, mais c'est plutôt qu'est-ce qu'on en fait, sachant que la question, c'est on se pose la question de qu'est-ce qu'on en fait avant. Et puis, on se posera enfin, dans le dernier webinaire, on se posera la question de comment et quoi évaluer de la participation des usagers. Donc voilà, moi je vous propose de commencer avec Mathilde sur comment cadrer la participation des usagers et je vous souhaite un bon webinaire. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Valentin. En effet, on attaque le deuxième webinaire de notre série qui s'est très largement inspiré des outils qui ont été développés par nos deux invités du jour qui viennent du SICOVAL. On fera les présentations un peu plus tard dans l'échange. Mais donc, je salue le travail qu'ils ont réalisé et leur générosité dans cette production aussi, puisqu'on va tous pouvoir s'en servir dans nos projets. Euh, et donc, aujourd'hui, ce qu'on va aborder dans le cadrage de la participation des usagers, il y a deux étapes primordiales. La première, c'est d'être en mesure de bien définir la commande. Et une fois que cette commande est bien solidifiée, de concevoir la stratégie pour réaliser cette participation. Entre ces deux grands points, on va pouvoir échanger donc avec Davy Madamour et Xavier Espic du SICOVAL sur les éléments qu'ils mettent en place au sein du service participation citoyenne et plus particulièrement l'outil qu'ils ont développé pour travailler cette question. Vous pouvez donc poser vos questions dans la conversation ou dans la partie questions-réponses. Et pour ceux qui nous rejoignent, je rappelle donc cette séance est filmée pour qu'on puisse la rediffuser par ailleurs aux personnes qui n'auraient pas pu être présentes. Donc n'hésitez pas à couper vos caméras si vous ne voulez pas apparaître.
Et je vous remercie aussi de couper vos micros, en tout cas pendant les parties, un peu plus descendantes de ce webinaire. Comme ça, on aura une bonne expérience d'écoute. Alors c'est parti. Donc, comme pour notre premier webinaire, vous devez vous en souvenir, on vous propose de commencer un peu, à se rencontrer sur l'outil Klaxoon. Donc là, je vous mets le lien dans, la conversation. Je vous invite à m'y rejoindre. Dites-moi si ça ne fonctionne pas. Normalement, vous pouvez vous connecter juste avec un pseudo. Et pour le coup, je vais partager l'écran Klaxoon, comme ça vous verrez tous ce qui s'y passe. Donc pour rappel, Klaxoon, c'est une plateforme interactive, participative, où on peut poster des idées, abonder des éléments proposés par d'autres, etc. Et donc en gros, l'usage prioritaire que vous pourrez en avoir aujourd'hui avec nous, c'est d'appuyer sur ce petit plus qui est au centre en bas pour poster une nouvelle idée, inscrire votre idée sur le post-it et ensuite cliquer sur envoyer pour qu'il s'affiche sur l'écran. Et donc, ce que je vous propose déjà, c'est de nous dire si vous étiez présent à notre premier webinaire. Et si le cas échéant, vous pouvez cliquer voilà, et mettre un petit cœur sur le post-it, comme ça on pourra avoir le décompte. Et si vous n'étiez pas présent, eh bien de vous positionner sur notre carte de France pour savoir un petit peu d'où vous venez. Et donc voilà, ça nous permettra de savoir si on peut peut-être passer un peu rapidement sur certains éléments de la présentation ou pas. Ouais, parce que peut-être un petit commentaire là-dessus, on était assez étonnés de à quel point on a eu des gens de toute la France. On pensait avoir des gens de la région Grand Est et depuis des gens de la mairie de Nancy. On en a, mais en réalité, sur les 190 inscrits, alors tout le monde n'est pas présent, on a des représentants de toute la France, de tout type de collectivités territoriales, État. Et du coup, on est assez ravis. On se dit qu'on est assez ravis, mais en même temps assez inquiets, dans le sens où on se dit que il doit y avoir un certain malaise, disons, à pouvoir arriver à conduire euh, les, les, les commandes d'arriver à mettre l'usager au centre des politiques publiques et d'arriver à concevoir des politiques publiques avec des usagers. Et on se dit que bon, c'est qu'il y a quand même du chemin à faire. Bon, on a bien toute la France encore représentée, même. Ah Et la non, je croyais qu'il y Belgique. avait des gens de la Belgique, mais c'est d'ailleurs. Et alors, ensuite, n'hésitez pas aussi à nous indiquer sur notre petite échelle votre niveau d'aisance, on va dire, d'expertise sur le sujet. Donc, niveau 1, c'est que vous n'avez pas encore vraiment pu pratiquer ça, mais ça vous intéresse. Ou niveau 6, vous êtes plutôt rodé et donc on pourra sans doute aussi s'appuyer sur vous pour des retours d'expérience un peu plus tard dans la session. Donc, on est plutôt au milieu. Bon, ce qui est chouette dans le fait qu'on soit au milieu, c'est que les termes, je pense que tout le monde les a à peu près en tête, et que là, tout le monde a envie de savoir, mais comment est-ce qu'on va pouvoir, avec quel outil et avec quelle méthode on va pouvoir concerter et cadrer notre concertation, On est pile dans le mille, comme dirait l'autre. Alors, je vous invite à garder votre fenêtre Klaxoon ouverte sur votre moteur de recherche et on va repasser sur la présentation, mais on retournera sur Klaxoon tout à l'heure. Donc,
Alors, pour ceux qui n'avaient pas pu être présents à notre première rencontre, je vous rappelle un peu la définition qu'on se propose de donner à l'association des usagers dans les projets. Donc, c'est avant tout le choix d'inclure les usagers dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques. La démarche se caractérise par un ensemble de méthodes, d'outils et de postures qui servent à bâtir les politiques publiques au plus près des besoins et des usages présents ou futurs d'un territoire ou d'une population. L'enjeu principal d'une sollicitation est de déterminer le rôle et le pouvoir d'agir accordés aux usagers. Donc voilà, on dit beaucoup de choses dans cette définition et allons tout de suite un peu plus dans le vif du sujet. Donc ça, c'était notre interprétation, on va dire, de l'échelle d'Einstein, donc Sherry Einstein, qui est une sociologue américaine et qui a travaillé sur cette question du niveau de délégation en fait qu'on peut donner à des usagers dans des projets. Et donc on voit qu'il y a 5 principaux niveaux qui vont de la délégation la plus faible à la délégation la plus élevée. Donc ça, c'est ce qu'on avait un peu vu pendant le premier webinaire. Si jamais, pour certains, il faut aller un peu plus dans le détail de ça, faites-vous connaître, sinon on va aller assez vite. Mais donc, pour rappel, juste les différents niveaux. Le premier niveau, c'est l'information, où on va simplement apporter une information aux usagers. La consultation, c'est quand on va demander aux personnes de s'exprimer, mais sans forcément prendre en compte leur avis ou ce qu'ils vont exprimer. La concertation, là, pour le coup, on demande aux personnes de s'exprimer et on va quand même intégrer les retours qu'on a eus dans le projet. La co-construction, là, on est dans, encore une fois, un autre niveau où on va imaginer ensemble la solution à apporter à un problème. Et la co-décision, là, tout le monde est autour de la table, même dans le niveau de décision finale. Là, on est vraiment à un niveau de délégation très, très élevé. Et si tu peux me permettre de faire une petite intervention, Je il t'en y a, prie. il y a- il y a- aujourd'hui, en tout cas des commanditaires qui nous passent des commandes qui sont assez paradoxales. C'est-à-dire qu'en général, ils nous demandent, il faut faire de la concertation avec les élus, il faut faire de la concertation avec les usagers, mais alors il faut que ça prenne très peu de temps. Et puis, en fait, on sait déjà un peu ce qu'on veut, et puis, en fait, on veut leur demander, enfin, on veut qu'ils soient au centre, mais sans vraiment leur donner un rôle. Et là, l'idée, c'est de passer un peu outre ce quiproquo, disons, pour être poli, qu'il y a entre la commande et puis ce qu'on doit réellement faire avec les élus pour nourrir les projets, pour nourrir les politiques publiques que l'on mène. Eh bien, justement, Valentin, on va passer à définir la commande, cette étape cruciale qu'on oublie parfois de faire par manque de temps ou juste de recul, mais qui est donc une étape extrêmement importante pour être en mesure de proposer quelque chose de cohérent, pertinent et d'activable par la suite. Donc pour ce faire, je vous propose d'aller dans un projet imaginaire, mais qui ressemblera peut-être à un projet que vous portez, que vous allez porter dans votre collectivité. Et on va faire ça sous forme de quiz. Euh, donc, je vais vous présenter le sujet et on va avoir 4 petites questions. Je vous invite à répondre à la question. Alors, pour ceux qui sont encore sur Klaxoon, on va lancer le vote sur Klaxoon. Et pour ceux qui n'arrivent pas à le faire sur Klaxoon, il n'y a pas de souci, vous pouvez Oui, mettre bonjour, votre réponse dans Madame le chat. Sanchez à l'appareil. Vous m'avez laissé un message ce matin pour confirmer un rendez-vous pour demain. Madame Bonjour, Jessica, Madame pourriez-vous Sanchez. Donc, fermer votre micro, s'il vous plaît? C'est ça. Ok. Alors, c'est parti pour la première question. Donc déjà, la situation. Le maire de ma commune souhaite mettre en place un nouvel équipement. Il s'agit d'un espace d'accueil de jour pour des enfants porteurs de handicap ou de maladies chroniques et leurs familles. Et il me demande d'organiser une participation des usagers autour de ce projet. Donc la première question que je vous invite à vous poser, c'est quel pourrait être le but d'associer des usagers à ce projet? Est-ce que c'est de faire connaître aux habitants de la commune le projet,
d'aller consulter les familles concernées sur leurs besoins et leurs attentes pour ce lieu? Est-ce que c'est de faire la promotion, de la candidature du maire à sa réinvestiture aux prochaines élections? Ou est-ce que c'est de co-construire avec les habitants, le programme et l'aménagement de cet équipement? Donc le vote est lancé normalement sur Klaxoon. Hop. Je vous invite à voter. Alors je dis pas tout de suite le nombre de réponses. On a beaucoup de réponses, 2. Quelques réponses 4. Il y a quand même plusieurs personnes qui ont dit la réponse 3 aussi. Ah non, c'est parti. Et la En fait, réponse pour les utilisateurs non avertis de l'outil, comment on fait pour voter? Alors normalement, quand vous allez retourner sur la page Klaxoon, il y a une fenêtre qui, s'est ouverte et il vous suffit de choisir une réponse. Tu double-cliques sur le premier bloc rose pour pouvoir répondre. Tout le monde a à peu près réussi à voter? OK. Donc on est massivement sur la réponse 2, consulter les familles. Un peu au ex aequo en 2e, la réponse 4 et la réponse 1. Et bah, finalement, ça pourrait être un peu de tout ça. Alors attendez, excusez-moi, il faut que j'arrive. Voilà. Et la première question qu'on se pose quand on reçoit ce genre de commande, c'est qu'est-ce qu'on attend en fait de cette sollicitation? Est-ce que l'enjeu, c'est donc de diffuser une info, d'aller demander un avis à des personnes, aux personnes qui vont être concernées par le projet, voire obtenir des idées? Est-ce qu'on veut mobiliser des personnes pour qu'elles s'investissent dans la mise en œuvre du projet par la suite, et cetera, et cetera. Donc là, sur les exemples qu'on avait, ben, le faire connaître, c'est de l'information, voilà, purement, enfin, c'est le premier niveau, finalement de notre échelle d'Arnstein. On veut diffuser de l'info. Alors la participation citoyenne, en faisant ma petite, veille, j'ai, réalisé que c'était aussi une démarche de prévention portée par la gendarmerie, qui sert à sensibiliser les habitants d'une commune, et à les associer à la protection, en fait, du quartier. Donc bon voilà, ça c'était pour votre info aussi, si jamais vous étiez pas, au courant, donc attention aussi encore une fois au vocabulaire, qu'on peut employer. Dans de la consultation, il y a plusieurs exemples bien sûr qui existent. Là, le petit, flyer que vous voyez, c'est la ville de Sète qui a organisé une consultation auprès de tous les citoyens de la commune, via un questionnaire pour l'aider dans l'élaboration de son contrat local de santé. Bon, la promotion du maire, voilà, a priori, c'est pas ce genre de projet dont on va parler, aujourd'hui, mais ça peut exister. Et la co-construction, avec les habitants, c'est donc, un autre de notre niveau de délégation, sur l'échelle d'Arnstein. Et donc là, ça peut demander peut-être un peu plus de temps, c'est ce qu'on retrouve souvent dans des démarches d'ateliers. Là, l'exemple, que je vous ai mis, c'est, une commune dans le Doubs qui, veut, mettre en place un pôle, de recyclage, matériothèque, d'activités autour de l'économie circulaire et qui en fait a organisé une série d'ateliers avec les citoyens pour, définir ensemble, bah, quels allaient être les usages dans ce nouvel espace qu'ils étaient en train de construire, quelle allait être la gouvernance de cet espace, et cetera. Et donc voilà, si on replace un peu nos exemples sur l'échelle d'Arnstein, vous voyez que, bah, il peut y en avoir pour, tous les niveaux de délégation et encore une fois, ça dépend de l'intention au départ, aussi de notre commanditaire. Donc on passe à notre 2e question.
Donc, le maire souhaite que cette participation, elle porte sur une consultation des familles qui vont utiliser l'équipement pour savoir quel service elles souhaiteraient y retrouver. Donc là, à quel moment, la question c'est à quel moment est-ce que je sollicite les citoyens? Est-ce que c'est en phase d'étude exploratoire? Est-ce que c'est en phase de programmation? Est-ce que c'est en phase de travaux, à la livraison ou 3 ans après l'ouverture du lieu? Hop, ça a été inversé. Donc pareil, je vous invite à cliquer sur le deuxième bloc rose sur le klaxon pour voter et donner votre réponse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à micro ouvert. Il y aurait peut-être une inversion de questionnaire. C'est peut-être le 3e bloc rose. Juste à vérifier. Alors, je les ai réinversés, en effet, ils étaient inversés, mais c'est bien le bloc qui raconte le maire souhaite que la participation porte sur la consultation des familles. Je n'arrive plus, moi, à les ouvrir. Hop. Vous vous en sortez? Ça a l'air, il y a 26 votes. OK, la majorité des personnes votent pour la phase d'étude exploratoire, quelques-uns en phase de programmation, quelques-uns en phase de travaux ou 3 ans après l'ouverture. Et bah là, en fait, c'est pareil. Il y a pas forcément de bonne réponse, parce que, on peut obtenir des éléments intéressants à différentes phases du projet. Mais donc reste à savoir quels sont les éléments qu'on cherche à obtenir pour mieux calibrer, encore une fois, son association des usagers. Dans ce projet précis, si on organise une consultation en phase d'étude exploratoire, ça va permettre de collecter des éléments qu'on ira intégrer dans la rédaction du pré-programme architectural, par exemple. Si cette consultation a lieu pendant la phase de programmation, là, on sera un peu plus limité par des cadrages qui auront déjà été réalisés en amont, mais il reste que, il y aura des espaces qui seront prévus et aménagés de telle sorte à accueillir un certain type d'activité. Si on le fait en phase de travaux ou à la livraison du bâtiment, là, c'est un peu similaire. Bon, il faudra clairement adapter les activités aux espaces et non l'inverse, mais d'une certaine manière, ça permet aussi d'être au plus proche des besoins à un temps T, parce que parfois, une phase de construction peut prendre beaucoup, beaucoup de temps, et au final, une étude qu'on aurait fait 3-4 ans avant, les résultats ne seraient plus vraiment pertinents au moment de la livraison. Donc ça dépend vraiment du projet, quoi. Là, si je peux aussi ajouter quelque chose, Vas-y. là, je pense que le point essentiel, c'est de se poser la question, quelles sont les marges de manœuvre? Parce que, en fait, quand on pose des questions à des usagers, s'il n'y a pas de marge de manœuvre au projet, il va vite se rendre compte qu'on le prend un peu pour un bébête, disons. Et du coup, on n'arrivera plus à le mobiliser, et deux, enfin, on aura perdu les quelques personnes qui se mobilisent, parce qu'en général, c'est toujours les mêmes qui viennent dans les concertations. Et donc, ouais, la question, c'est est-ce qu'il y a des marges de manœuvre 3 ans après l'ouverture? Est-ce que, je ne sais pas si c'est un tiers-lieu, l'animation, peu importe, mais je pense que la question clé à se poser à ce moment-là, c'est si je dois me poser la question de à quel moment la sollicitation doit avoir lieu, c'est pour faire quoi? Parce qu'en plus, souvent, il y a Bien aussi sûr. une dichotomie entre la demande, parce que la demande, enfin, la commande, elle va souvent être, oui, il faut aller regarder quels sont les besoins en études exploratoires. Parfois, on sait déjà quels sont les besoins, mais parfois, le plus dur, c'est peut-être d'aller designer les solutions et pour que ce soit au plus proche des besoins. Donc voilà, quelles sont les marges de manœuvre? Et C'est ça fait la partie réponse clé. aussi d'une dernière question après sur cette définition de la Pardon. commande.
Non, mais pas de souci, tu anticipes. Mais en même temps, c'est pas linéaire hein, comme question à se poser. Donc, bien sûr que les marges de manœuvre, c'est quelque chose qu'on doit avoir à l'esprit dès le départ. On avance. Troisième question. Nous disposons de 3 mois pour réaliser cette consultation et d'un budget minime. Quelle modalité de participation pouvez-vous mettre en œuvre? Réaliser une enquête téléphonique auprès de familles ciblées, créer une plateforme de participation en ligne, organiser une réunion publique d'information ou mettre en place un groupe de travail avec les partenaires du projet, le département, la CAF, la commune, l'ARS, le CHU du coin. Là, je ne sais pas pourquoi. Ok. Voilà. Oui, il y a déjà eu plein de votes. Je vais aller voter moi aussi. Ah là, on est vachement plus divisé. Les 4 réponses sont quasiment ex aequo. Donc, ce qui est une des questions importantes, encore une fois, à se poser, c'est le niveau de sollicitation qui va être cohérent par rapport aux attendus de notre consultation et aux ressources qu'on a humaines et financières de disponibles. Donc là, dans les exemples que je vous ai donnés, réaliser une enquête téléphonique auprès des familles, ça pourrait être une solution en effet tout à fait cohérente puisque ça demande a priori pas trop de moyens et si on est en mesure de bien cibler, les familles, qu'on va appeler, ça peut, donner, des résultats, très précis sur lesquels on pourra, se baser pour identifier les besoins. Créer une plateforme de participation. Alors, créer une plateforme, c'est quand même assez coûteux. Donc là, a priori, on sort un peu du cadre des ressources disponibles dans notre projet de maison d'accueil. Mais si votre collectivité en possède déjà une, ça peut être une bonne vitrine pour sonder largement les usagers. Donc là, on n'est pas forcément sur de la collecte de données précises, mais plutôt quand on veut faire voilà, des grandes consultations un peu en mode sondage pour essayer d'avoir des grandes tendances d'un territoire, c'est des outils qui peuvent être tout à fait pertinents. Donc pour les collègues de la région Grand Est, la région a une plateforme de participation citoyenne qui s'appelle Ma Région Demain, et les interlocuteurs auprès de qui vous pouvez vous rapprocher pour mettre en place des campagnes sur cette plateforme, donc soit des enquêtes, des appels à idées, etc. Donc c'est Grégory Boyer qui est chef du service engagement et Constance Thomas est la personne qui gère la plateforme. Voilà, bon, c'est des plateformes, la ville de Nancy en a aussi une, c'est des plateformes qu'on retrouve quand même assez fréquemment dans les grandes collectivités. Pour l'option organiser une réunion publique, alors ça rentre dans nos contraintes de ressources. Mais ce qu'il faudra bien avoir en tête, c'est que si l'objectif, encore une fois, c'est d'aller consulter les familles qui seront potentiellement usagères de cet espace, c'est qu'il faut que dans ce format de réunion publique, il y ait un temps d'échange, donc on dépasse juste le passage de l'information, mais qu'on ait un temps d'échange pour collecter des données de la part des usagers. Et surtout, il faut s'assurer que dans les personnes présentes à cette réunion publique, il y ait bien des familles d'enfants malades ou porteurs de handicap. Et donc notre dernière réponse, c'était le format groupe de travail avec les partenaires de projet. Donc là, dans le cas, encore une fois, de notre maison d'accueil, c'est possible en termes de ressources disponibles. Par contre, on est un peu loin des usagers potentiels du lieu, parce que là, on est très entre institutions. Donc on pourrait passer à côté, de certains besoins, des avis des potentiels usagers. Mais il y a des projets pour lesquels ces réunions-là, elles sont très pertinentes quand notamment les partenaires sont aussi les usagers de votre service. Par exemple, à la région, on a une plateforme de production, de partage et de valorisation des données qui s'appelle Data Grand Est. Et la personne qui gère cette plateforme avait pris pour habitude d'organiser des journées thématiques avec des partenaires
l'objectif, c'était plus de l'animation de réseau, mais finalement, ces journées thématiques sont devenues aussi des ateliers de travail pour trouver des pistes pour améliorer la plateforme et le service de Data Grand Est pour les usagers. Et on va vite finir pour pouvoir échanger avec nos invités. Et donc là, on repart sur ce que tu évoquais avant, Valentin. Notre dernière question, le maire a promis à son gendre, qui est ergothérapeute, qu'il aurait une salle de consultation dans le futur équipement. Donc, ce que je peux, moi, aborder dans la consultation des citoyens, ça pourrait être, 1, le nom à donner au futur équipement, 2, la priorisation des services et professionnels qui se retrouveront dans l'espace, psychologue, animation, ergothérapeute. 3, les horaires et jours d'ouverture du lieu. 4, la déontologie du maire. Je vous laisse réagir sur le klaxon. On a beaucoup de réponses 2, quelques réponses 3 et 4, c'est vrai. Et donc, en effet, une question importante, c'est d'identifier le périmètre des éléments sur lesquels on peut inviter les gens à s'exprimer. On ne va pas aller demander l'avis des personnes sur quelque chose qui a déjà été décidé, qui a déjà été validé, parce que là, c'est juste créer de la frustration et un sentiment de temps perdu pour un peu pour tout le monde. Et un élément qu'on a déjà un peu évoqué avant, mais qui est aussi extrêmement important, c'est d'avoir des attentes aussi en termes de représentativité. Parce que, par exemple, on peut amener des gens à s'exprimer sur tel et tel sujet, mais si on considère que les personnes qui se sont exprimées ne sont pas représentatives, par exemple, des futurs usagers du lieu, à ce moment-là, on ne va pas prendre en compte leur avis, mais c'est quelque chose qui doit être expliqué. Que voilà. Donc, dans notre cas ici, on pourrait se dire que les réponses 2 et 3 pourraient éventuellement être les éléments sur lesquels notre sollicitation pourrait porter. Voilà, donc en résumé, les grandes questions pour lesquelles il est primordial d'être aligné avec son commanditaire avant de se lancer dans une dynamique d'association des usagers. Comme le temps passe très vite, je vous propose qu'on enchaîne un peu rapidement. J'avais mis quelques éléments sur les obligations réglementaires en démocratie participative et les instances qui existent. Vous retrouverez tous ces contenus dans les présentations qui vous seront envoyées par mail. Et donc, je vous propose qu'on profite de la présence d'Evie et Xavier pour pouvoir échanger avec eux. Et donc, je vais vous donner la parole, Davy et Xavier, si vous voulez bien vous présenter, ainsi que présenter votre structure et ses missions. Oui, bonjour, Xavier explique. Je suis membre du bureau du Sicoval, qui est une communauté d'agglomération au sud-est toulousain, qui est composée de 80 000 personnes, 80 000 habitants, pardon, environ. Et donc, nous décidions de travailler dans cette communauté d'agglomération avec des projets donc, de promouvoir au maximum la participation citoyenne sur tous nos projets. Je laisse la présentation à David. Donc, Xavier va réintervenir après pour le retour d'expérience sur un projet. Déjà, merci Mathilde, Valentin et toute l'équipe innovation du Grand Est en général pour l'invitation. C'est toujours chouette de partager entre collègues. Moi, je suis dans un service support. Vous devez avoir ça également. Donc, c'est des agents qui vont aider les collègues à mettre en place, à titre d'accompagnement, à mettre en place une participation citoyenne. Donc, ça va aller de la phase stratégique, donc ce qu'on va voir aujourd'hui, jusqu'à la mise en œuvre, et puis également à la phase de bilan et d'évaluation. Ce sont deux choses différentes, on pourra en reparler plus tard. Une des missions aussi en parallèle, qui, vous allez comprendre pourquoi, a permis de développer le projet qu'on va présenter, c'est de créer une culture commune en interne. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Donc déjà, c'est super, c'est
c'était génial. Et c'est quelque chose qu'on essaie de maintenir et de perdurer, hein, parce que les services changent, les élus aussi. Voilà, c'est une culture commune à développer, à maintenir, à faire vivre, en fait, littéralement. Voilà, donc, et aussi en parallèle de cette culture commune, il y a une volonté d'amélioration continue. Alors c'était marrant l'exercice de l'échelle, hein, parce que même avec Xavier, on s'est regardé, on s'est dit, oh, là nous, on ne sait pas trop, parce qu'en fait, c'est de l'humain, donc nous, on ne se considère pas comme des experts. Voilà, on le voit tous les jours, il faut vraiment, c'est de l'humain, hein, donc voilà, on s'adapte constamment, et il y a une volonté quand même de voir un peu les bonnes pratiques, les freins, les obstacles potentiels. Et donc du coup, on aimerait aussi monter un observatoire de la participation citoyenne sur le territoire. Et donc cet outil, en fait, permet de cadrer une méthode qu'on va voir pour pouvoir avoir un meilleur partage des retours d'expérience. Voilà un peu, grosso modo, nos missions. Alors, je ne suis pas tout seul, hein, je suis tout seul en participation citoyenne, mais je travaille aussi avec d'autres collègues qui sont plus dans l'évaluation, la facilitation, etc. Voilà, on pourra rééchanger là-dessus à ce niveau-là. Ce que je vous propose, c'est de cadrer rapidement un peu l'origine du projet. Donc en fait, c'est dommage, hein, qu'il n'y ait pas eu trop de présentation sur les instances, mais l'origine, c'est les conseils de développement. Alors, je crois avoir vu des gens là dans les noms qui font partie de conseil de développement. Alors, en fait, le conseil de développement du SICOVAL, il a été monté en 2014 à peu près, et ils ont été saisis par le SICOVAL sur qu'est-ce que c'est, grosso modo, la participation citoyenne entre... ah ouais, voilà. Salut les collègues, du coup, parce que aussi j'anime le CODEV du SICOVAL. Ils ont été saisis sur ce sujet pour justement faire de l'aide à la décision auprès des élus sur comment développer la participation citoyenne. Donc, ils ont travaillé pendant 2 ans exactement sur cette logique, c'est quoi les définitions, les termes, une genre d'étude de marché sur ce qui se fait, ce qui se faisait déjà sur le territoire, mais aussi au sein des associations locales. N'oubliez pas que vos associations ont une bonne expertise sur le sujet, voire même sur le plan historique, hein, ils sont très très bons. Éducation populaire, voilà, il y a beaucoup de choses qui se font. Et voilà, donc il y a une volonté en tout cas de développer ça. Le CODEV a été saisi, il a travaillé dessus. Suite à ce travail, en fait, il y a eu des préconisations. Il y a eu 3 grosses préconisations assez importantes. La première, c'était d'écrire une charte de participation citoyenne avec les élus et les membres du CODEV. Donc, c'est une charte qui reprend des grands principes. Alors, ce n'est pas une charte qui a une portée juridique, mais qui quand même a une portée symbolique assez forte, qui est d'ailleurs devenu un document de référence au sein de nos instances, particulièrement du bureau, on pourra en reparler plus tard. Et ensuite, il y a une volonté de créer une méthode, une culture commune, et donc de concevoir un guide. Donc, c'est ce sur quoi on va... Alors, ouais, pas de partage d'écran, parce qu'on n'a pas vraiment de visuel, hein. Tous les documents et les ressources vont vous être transmis par la suite. Voilà, c'est normal, il n'y a aucun problème. Mais ne vous inquiétez pas, après, on va vous montrer concrètement ce qu'il en est. Et puis ensuite, donc le guide, et puis ensuite, un comité de participation citoyenne. Voilà, on pourra en reparler, c'est une instance dédiée au sujet. Alors, le guide, tout simplement, qu'on a commencé avec le CODEV et le comité qui avait pour mission de concevoir ce guide, on s'est rendu compte qu'en fait, des guides, il y en a énormément. Vous faites un benchmark, vous allez sur Internet, vous voyez, c'est incroyable. Il y a beaucoup, beaucoup de ressources. Et on s'est dit, en fait, il faudrait peut-être qu'on aille un peu au-delà pour accompagner nos services et aussi nos élus qui n'ont pas le temps de littéralement lire les bouquins. Hein. Il y a beaucoup de littérature. Hein. Alors, la littérature, elle peut remonter aux années 60. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a eu aussi beaucoup d'évolutions. Mais voilà, donc là, l'idée, c'était de trouver un élément, un outil qui soit un peu plus pédagogique et qui transmette un petit peu des éléments de méthode. Alors, comment on a monté le projet? C'est simple. C'est simple, entre guillemets. Il y a eu beaucoup de réunions et beaucoup de phases d'idéation. On s'est inspiré notamment de méthodes issues du design, tout simplement, et aussi de tout ce qui est éducation, tout ce qui est pédagogie, avec des aspects un peu plus visuels. Je pense que beaucoup d'entre vous, peut-être, ont déjà participé à tous ces ateliers qui relèvent de la fresque, d'ateliers un peu d'intelligence collective, mais qui sont beaucoup plus visuels. Donc là, je vois qu'à l'affichage, il y a le lien vers le guide. Alors, en fait, ce qui va être présenté, c'est l'outil CiviCap, et en fait une extension du guide. Donc, dans le guide, vous retrouvez tous les aspects théoriques, théoriques et un peu pratiques, mais l'outil va être vraiment la traduction de ce guide sous la forme d'un jeu de briquettes qu'on va vous présenter peut-être par la suite. Il a été imaginé entre 2018 et 2019. Après, il a été diffusé en 2020. Donc, c'est quand même récent.
Il y a, voilà, ça s'affiche à l'écran. Il y a des pistes d'amélioration. Donc, l'idée aujourd'hui aussi, si on a le temps, c'est en vous présentant un petit peu comment ça fonctionne, c'est d'avoir vos retours critiques. Et pourquoi pas, on en parlait avec Mathilde la dernière fois, peut-être vous proposer une autre session pour pouvoir le retester, le recracher, le raméliorer. Voilà, il est pas, enfin, il est ce qu'il est, les choses évoluent, donc il faut qu'il maintienne un peu cette phase de transformation. On va vous présenter ça peut-être plus tard, mais peut-être d'abord faire un retour d'expérience sur un projet jeunesse qui a été réalisé entre 2021 et 2022. Et je laisse la parole à Xavier pour qu'il traduise un peu comment s'est déroulé l'usage de cet outil. Cet outil, pour nous, enfin, il me semble que c'est important parce qu'il pose en fait la stratégie. Et je crois qu'un gros travail, c'est en effet de définir une stratégie de participation citoyenne. Ce qu'on veut faire, avec qui, comme vous le disiez, quand, pourquoi et à quel niveau de participation on veut, j'allais dire, faire référence. Voilà. Et je crois que c'est ça qui est important. Et cet outil-là est là pour ça, est relativement simple, ludique, mais il a l'avantage de vraiment poser les problèmes. Et dans la mesure où on peut s'en servir correctement et facilement, on passe un petit peu de temps à définir vraiment la stratégie. Peut-être tu peux décrire justement de la phase de la commande, comment ça s'est déroulé en termes de rédaction, de stratégie. Alors nous, voilà, nous, on fonctionne comme ça, juste au SICOVAL, comme je vous l'ai déjà dit en amont. Nous, on se dit que sur chaque projet de notre communauté d'agglomération, on veut faire intervenir obligatoirement de la participation citoyenne. À partir de là, même sur nos délibérations, on avait une carte de participation citoyenne qui doit être cochée avec peut-être le niveau aussi de participation citoyenne qu'on veut donner à ce projet. Donc, à partir de là, on s'en fixe une obligation, tout simplement parce qu'on juge inévitable, j'allais dire, de faire appel à nos citoyens pour travailler ensemble, pour qu'ils se sentent aussi engagés sur notre territoire, et j'allais dire, en toute transparence aussi. Alors, je crois que tu as fait un focus sur la commande et les ateliers là, sur le petit Civica. Oui. Alors, la commande, alors peut-être reprendre la parole peut-être là-dessus. D'accord. Bon, bah, déjà, ce qui est intéressant sur ce que Mathilde a présenté, c'est par ce jeu de questionnaire. C'est vraiment le concept de commande que nous, en fait, on a formalisé sous la logique d'un papier d'un format 4 tout simple, qui est un peu un document d'archive et qui va être la première brique un peu du lancement de l'outil. En fait, on va remplir collectivement cette fiche, qui est un feuillet A4 qui reprend les questions qui ont été abordées, et qui va être signée par les élus porteurs du projet. Donc, il y a une forme d'engagement quand même à ce moment-là. Et donc, après la commande, il y a les ateliers. Oui, après la commande, il y a les ateliers, et aussi il y a l'intervention du comité de participation citoyenne qui travaille aussi sur le projet et qui va donner son avis sur ce déjà qui a été défini en termes de participation citoyenne. Peut-être tu peux décrire dans la phase de conception de la stratégie, comment on s'est réunis, quelle est ton expérience par rapport à ça? Au début de la stratégie, pour définir la stratégie, on s'est réunis avec les services concernés, avec les élus concernés, avec les techniciens de la participation citoyenne et notre service aussi. Tous ensemble, on s'est réunis en effet pour travailler avec Civica et pour définir toute cette stratégie. Je pense que là, on met tout à plat, on essaie de définir exactement quel est le mieux, j'allais dire, par rapport à notre projet. Et je pense que c'est ça qui est important parce qu'on va fouiller, j'allais dire, dans les plus grands détails, on va déterminer, par exemple, quelles sont les personnes qu'on va essayer de solliciter sur différents projets. Alors, ça peut être très vaste, ça dépend des moyens que l'on se donne. Et je crois que cet échange-là est très, très constructif à l'aide de Civica. Okay. Donc là merci Xavier. Donc l'idée, en fait, on va vous montrer aussi plutôt plus concrètement qu'est-ce que ça en est.
Donc, grosso modo, alors je sais pas, je vais sur. Tout le monde se retrouve sur Klaxoon, c'est bien ça, Mathilde? Ouais. Oui, et moi je partage l'écran pour ceux qui n'arriveraient pas à se connecter. D'accord. Mais on peut Alors, peut-être te suivre. Tu arrives à prendre le lead sur le suivi, peut-être? ouais, je vais essayer de voir si je peux cliquer. Alors, ouais. Allez, normalement, c'est bon. Est-ce que tout le monde voit ma caméra sur Klaxoon? Mathilde, tu me confirmes? Non, moi je ne te vois pas. Ok. Parce que là, j'ai cliqué sur prendre la main. Bon, sinon, ce que je vous propose, c'est d'aller justement sur le board du Klaxoon, là où il y a un grand disque rose et plein de petites briquettes, celle qui était affichée à l'écran tout à l'heure. Ok. Donc là, en fait, si vous voulez, on a découpé. Je vous demandais de zoomer sur l'exemple, en fait, tout simplement. Voilà. Si vous voulez, vous avez. Alors, je vais voir Mathilde. Ouais, très bien. Sur la brique centrale. Donc, on a découpé finalement le montage d'une stratégie en 6 étapes. La phase d'identification des acteurs, la phase de mobilisation, de participation, d'organisation, etc. Ce qu'on vous propose, en fait, tout simplement, c'est de les aborder les uns après les autres. Avec Xavier, on va faire un espèce de cas pratique qu'on va dérouler. Alors, on s'excuse d'avance, à l'origine, on voulait le rendre un peu plus participatif et faire des ateliers en groupes séparés. Bon, c'est pas possible, mais sachez qu'on pourra le retester collectivement ensemble par la suite. Okay. Donc, en fait, tout d'abord, il y a une phase collective de rédaction de la commande, dans ce qu'on a vu précédemment. Cette commande, il y a une description. Là, on s'était dit quoi comme exemple? C'était la conception d'une piste cyclable. Reliant 3 communes avec une zone d'activité. Voilà. Donc, zone d'activité. Donc, en gros, si vous voulez, la brique centrale va permettre de s'assurer qu'on n'est pas hors sujet à chaque fois, parce que nous, ce qu'on a constaté souvent quand on conçoit des projets, c'est qu'on peut s'éloigner un petit peu du cœur de l'objectif. Okay. Donc, en fait, comme ce que disait Xavier tout à l'heure, on va avoir d'abord une phase d'identification des acteurs. Donc, on n'a pas inventé grand-chose. Hein. Là, je vous préviens, il y a des graphiques que vous pourrez très bien retrouver dans d'autres documents, dans d'autres techniques ou stratégies. Nous, l'idée, c'était vraiment d'avoir un outil un peu plus visuel et pédagogique. Donc, dans cette phase d'acteurs, Xavier, déjà, on pourra mettre les habitants des 3 communes. Plus particulièrement, on va essayer de voir toutes les personnes qui emploient des mobilités actives. C'est ça. Donc, peut-être sur les pistes cyclables existantes ou non, voir s'ils sont sur la route. Hop. Juste Davy, tu es en train de remplir Ouais, une carte acteur parce qu'il ne se passe rien sur le board encore. Ah, parce que moi, je suis en train de remplir des tomates. Là, du coup. Ouais. Ah, alors, je rafraîchis. Hein. Ouais. C'est bon? Non, toujours pas. Est-ce que tu es sur l'exemple du milieu sous la description du guide ou tu es toujours dans le rond il est dans le rose? rose, il est en train d'écrire des post-it. Ouais, des post-it, ouais. Ah, moi je les vois pas, c'est moi alors tu dois. Voilà. Tu dois pas être sur la bonne page. Là. Non, moi je les vois pas non plus. Voilà. Ah, ça y est, il faut rafraîchir. Rafraîchissez. Peut-être c'est nous qui avons une erreur de connexion. Voilà. Rafraîchissez vos boards Klaxoon tous. Donc là, très rapidement, les usagers pistes cyclables, on va se dire qu'ils vont avoir un intérêt fort. Selon leur niveau, ils vont peut-être avoir une influence plus ou moins élevée. Là, ça dépendra de l'enquête. Là, on fait un petit exemple. Nous, l'idée, c'est vraiment de faire un inventaire des acteurs et après d'aller chercher un peu plus de détails sur leur levier de motivation et potentiellement sur leur intérêt ou non pour le projet. Il peut y avoir, par exemple, les propriétaires. Les propriétaires qui sont voisins à la piste cyclable. Eux vont avoir un intérêt fort, qui vont avoir une forte mobilisation. Ah, mince, décidément. Ouais, je l'ai. Super. On va avoir les entreprises aussi. On va avoir les entreprises parce qu'on part du principe que potentiellement, il va y avoir du vélo taf. Il va y avoir donc des traversées. Donc ça va être tous les salariés. Hein.
et du coup leur employeur. Alors, selon notre connaissance du territoire, notre connaissance d'entreprise, il y aura plus ou moins des leviers d'influence plus ou moins forts. Là, on vous montre juste un exemple, ça peut être très variable, on n'est pas là pour forcément débattre. Il peut y avoir tout simplement les collectivités, les communes, les élus locaux, il peut y avoir les associations qui, je ne sais pas, peut-être sportives, de vélo. Je ne sais pas si Xavier, tu pensais à d'autres choses dans ton cas pratique. Les assos peuvent avoir un levier d'influence assez intéressant. Voilà, donc grosso modo, on essaie en tout cas d'identifier un petit peu ces acteurs. On en discute avec les élus pour voir leur niveau de connaissance et les personnes aussi qui peuvent connaître, pour pouvoir après commencer à faire un espèce de carnet de contact. Vous voyez toujours mon écran? Ça se déroule? C'est pas ton écran Oui, qu'on voit, oui, c'est oui. le mien. Ah, Mais oui. pardon, excuse-moi. Mais dis-moi si tu veux que j'aille ailleurs, en fait. Ah là, Théo, ok. C'est bon, j'y suis. Non, c'est bon, c'est très bien. Donc là, par exemple, l'association sportive, on va essayer de creuser un peu plus en discutant avec les élus et pourquoi pas en contactant les associations tout simplement. Leur intérêt au projet, qu'est-ce qu'elles en pensent en termes d'opinion, leurs habitudes, là ça va être plutôt de l'ordre, est-ce que c'est des associations qui ont des pratiques ou non associées à ce terrain, et un acteur relais en tout cas, donc c'est-à-dire une personne ressource à contacter, et potentiellement leur levier d'influence. Et ça, en fait, si vous voulez, c'est quelque chose qui va nous permettre de préparer ce qu'on appelle des sortes de focus group, qui vont permettre de préparer le terrain à la participation citoyenne. Avant même d'aller sur le terrain dans les marchés de plein vent ou j'en sais rien, on essaie vraiment de contacter les acteurs pour pouvoir potentiellement déminer des situations ou avoir des forts relais de mobilisation et ainsi de suite. Nous, on vous invite vraiment à avoir cette cartographie d'acteurs. Et l'idée, c'est d'avoir, par exemple, de se répartir les tâches. Voilà, on voit qu'il y a un élu, il est plutôt rapproché avec l'association. Il y a quelqu'un qui connaît la lignée de propriétaires sur le terrain. Voilà, on se met ces zones de contact au fur et à mesure. Les entreprises, par exemple, je vais passer par mon service économique, la direction économique du Sicoval pour voir un peu les contacts qu'ils ont, savoir un peu si on peut faire une visio avec eux ou échanger directement avec eux. Voilà, grosso modo. L'idée, c'est d'avoir un petit peu ces éléments et ces besoins de focus group. Et puis après, on va passer tout simplement à la phase de mobilisation. Donc, vous voyez, c'est le même principe. On va dérouler petit à petit un graphique. On a voulu rester simple, mais néanmoins, en restant simple, ça pose quand même des sources de débat. Déjà, où est-ce qu'on positionne les acteurs? C'est quoi leur intérêt? C'est quoi leur influence? Et donc après, en fonction de ces acteurs, on va potentiellement adapter. Hop. Là, je vais le rapprocher plutôt ici, comme ça me fera moins de mouvement d'écran. On va pouvoir l'adapter en fonction des outils de communication qu'on va chercher à utiliser. Alors nous, ce qu'on essaie de proposer, en tout cas à nos collègues, c'est de faire des communications ciblées. On s'est rendu compte que la communication large, grand public, ça dépend le type de projet, mais l'impact est relativement minime. Il est un peu noyé dans notre environnement qui est très axé sur justement la communication et la diffusion. Donc c'est d'où l'importance vraiment en phase d'identification des acteurs tout simplement de cibler les outils les plus adaptés. Alors pour les assos en phase de mobilisation, en fait le mieux ça va être les focus group quand même qu'on va les rencontrer, mais ça peut être tout simplement lors des réunions inter-assos, ça peut être des associations. Voilà, durant les forums des assos, je ne sais pas si en conseil municipal, des fois, vous les recevez ou comment ça se passe en général? Oui, quelquefois on fait des réunions inter-assos, ouais. Comme tu as marqué. Ouais. Donc là, ouais. Comme il nous reste genre 1 à peut-être 5 minutes si les gens veulent bien un petit peu dépasser, je propose peut-être que tu déroules un peu toutes les étapes et sans forcément remplir d'exemples trop précis. Moi, ce que je vous propose, c'est peut-être d'aller sur la phase exemple qui est juste en dessous. Elle est déjà pré-remplie. Donc, peut-être Mathilde, si tu vas exactement ici. Voilà, c'est peut-être un peu. Donc, vous avez vu, l'idée, en fait, c'est d'avoir un outil de discussion au départ, qui après devient un outil de cartographie sur
qui fait quoi ou à quoi il faut penser. Et potentiellement, après, on a une vue d'ensemble. Donc, on est vraiment sur cette logique-là. Vous voyez que là, pour requalifier Centre-Bourg, bon, on a mis le niveau de concertation. Par exemple, après, pour le niveau de participation, on a essayé de définir en fonction des publics le type de dispositif qu'on pouvait utiliser. Là, vous avez 4 exemples. Public cible, appel téléphonique, l'interaction est relativement faible parce qu'on va toucher 1 à 2 personnes ou un ménage. Par contre, un questionnaire, ça va être plutôt plus large. Et les stands d'entretien, ça va être une forte interaction et on pourra croiser plus ou moins plein de publics différents. Pareil pour la phase donc là, d'organisation. Là, on va être plus sur le volet, on va dire, logistique, les lieux, les outils utilisés. On va beaucoup parler d'inclusion à ce niveau-là. Voilà, comment on va faire en sorte pour que des seniors puissent participer, des jeunes aussi, enfin voilà. Et alors après, il y a la phase de financement. Nous, à chaque fois, on essaie d'être sur une logique du moindre coût, hein, on ne va pas se mentir. Et en fait, l'idée de cette phase-là, c'est aussi d'imaginer les potentiels partenariats qui peuvent être imaginés. Voilà. Donc, l'idée aussi, au terme de coût, c'est aussi pour avoir une logique d'évaluation par la suite, notamment pour tout ce qui est le coût des services communication ou autres. Nous, c'est de voir un peu comment on pourrait s'améliorer. Et donc, la phase d'évaluation qui est sous la forme d'un radar chart, c'est une forme très connue. On n'a rien inventé, encore une fois, hein, je le répète, on essaie juste de centraliser un peu ce qui nous paraissait plus pratique. Et donc là, l'idée, c'est d'identifier 8 critères d'objectifs qui nous permettront de faire une évaluation. Alors, j'insiste sur la notion de critères et pas d'indicateurs. Ça, nous, nos collègues nous ont pas mal formés là-dessus. Un indicateur, c'est le nombre de participants. Ok, admettons, on a 10 participants. Bon, super, mais ça ne nous dit rien en fait. Donc, nous, à l'origine, notre critère, on considère que le projet sera réussi si on a fait participer 10 personnes, admettons. Ouais, j'extrapole, hein. Mais par contre, dans ces 10 personnes, il faut qu'il y ait au moins 3 seniors, 3 jeunes, j'en sais rien. Voilà, ça dépend les éléments. Voilà, donc là, en fait, alors pourquoi 8 aussi critères ? Parce que déjà, 8, c'est beaucoup. Et en phase d'évaluation, notamment pour les projets, nous, d'expérience, on constate que c'est déjà pas mal. Et ça permet d'avoir une bonne base pour évaluer. Voilà, Mathilde, ce que je peux décrire. Et je vais peut-être m'arrêter là. C'est parfait, parce que ce qu'on voulait vous proposer, c'est pour les personnes qui sont intéressées de voir, de prendre un peu plus le temps de découvrir cet outil, de le manipuler, et en présence virtuelle de Davy, on pourrait organiser une autre session, en fait, vraiment consacrée à la prise en main de l'outil. Donc manifestez-vous, soit mettez, un commentaire là dans la conversation, vous pouvez nous envoyer un email, directement et on vous proposera, un créneau pour faire ça. Sachez que nous aussi, alors on n'est pas les spécialistes et pas les concepteurs de l'outil, mais quand on l'a découvert, on l'a trouvé hyper puissant et très 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 bien fait. Donc on se fera un plaisir d'en rediscuter avec vous aussi. Donc il y a déjà Benjamin qui est intéressé. Benjamin, par contre, je vois pas votre nom de famille sur. Ah ouais, bon. Plein de gens sont intéressés, super. Soyez désolé, sûrs le temps il est un peu court, donc on essaie de survoler un peu les choses, mais en effet, on peut imaginer tout à fait de se prendre un petit temps webinaire et puis on le pratique ensemble. Et même pour nous, ça nous intéresse pour nous améliorer là-dessus. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est, en tout cas, je parle sous ta gouverne, un bon outil pour ouvrir le débat avec les élus. Tout à fait. Oui, tout à fait. Ça a le mérite de poser les bases et en fait de bien réfléchir à ce que l'on veut faire sur un projet bien précis. Alors, sachez qu'après, nous, on l'a utilisé aussi pour en faire les prémices d'un tableau de bord de projet. Et si vous voulez, autour de cet outil, on a rajouté d'autres extensions qui sont des outils pratiques qu'on utilise tous les jours. Ça peut être, alors qu'est-ce qu'on avait fait ? Tout simplement, j'avais mis une carte où j'indiquais là où on allait intervenir, par exemple. Ou alors, tout simplement, dans la phase d'évaluation, au fur et à mesure du projet, on récolte régulièrement des données. Voilà, donc ça, on pourra vous le présenter peut-être sur un second temps. Super. Merci beaucoup. Bon, je suis navrée, on a pris un peu trop de temps au départ. En tout cas, ça a l'air de quand même solliciter beaucoup d'intérêt de la part de nos participants. Donc vraiment, on va se débrouiller pour caler un autre moment pour aller plus dans le détail sur ce jeu. Et je pense que c'est à ce moment-là aussi que, Davy, tu pourras avoir des retours un peu plus complets et utiles pour toi.
Donc, il est 14h04. Donc, je vous propose qu'on s'en arrête là. Merci beaucoup pour votre participation. Les éléments qu'on vous a présentés aujourd'hui, on vous les enverra bien sûr par email avec tous les autres supports de présentation et outils qu'on vous partage pendant la série de webinaires. Donc, pour rappel, c'est des éléments qu'on enverra à la fin de la série de webinaires, donc juste avant Noël. Ça sera notre cadeau. Davy a aussi très gracieusement créé un fichier Klaxoon vierge que voilà, pour les utilisateurs de Klaxoon, vous pourrez directement utiliser dans vos boards si vous le souhaitez. Je rappelle que notre prochain rendez-vous, c'est le 5 décembre à 13h. On va parler de la mise en œuvre de la participation des usagers. Donc, on ira dans cette partie organisée, vraiment très logistique et inclusive. Mais pas que. Mais pas que. Exactement. Mais Ce pas sera que. Surtout, on va voir Valentin. comment est-ce que on fait en sorte que ce soit pas l'AMO, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, qui pilote votre projet de concertation, mais que vous soyez en capacité de vous pouvoir objectiver, en fait, d'aller un peu plus loin que ce que vient de faire Mathilde et de pouvoir travailler avec une AMO, de pouvoir concevoir des ateliers pertinents en fonction des besoins de votre projet. Enfin voilà, des choses assez concrètes où je vous donnerai pas mal d'exemples d'ateliers que ensuite je vous enverrai les supports par la suite, des exemples d'ateliers pour recueillir des données de la part de vos usagers, que ce soit en concertation type atelier ou autre. Donc voilà. Voilà, merci Merci à beaucoup, tous. bonne journée. Et Au puis revoir. j'espère à mardi prochain.